Madame, Monsieur, bonsoir. Cybersécurité au menu de questions d'actu ce soir. Commençons par l'affaire qui a fait les gros titres cette semaine. La base de données de l'Agence nationale de la conservation foncière aurait-elle été compromise? C'est la question que l'on se pose depuis la publication lundi dernier de données personnelles sur Telegram. Un groupe de hackers algériens qui avait déjà revendiqué l'attaque contre la CNSS en avril dernier prétend être à l'origine de cette nouvelle intrusion. Si l'ANCFCC, donc l'Agence de conservation foncière, dément fermement, mais officieusement, toute faille de sécurité majeure dans son système, certaines informations pointent vers une possible brèche via la plateforme des notaires Tawtiq, due notamment à des ordinateurs de notaires mal sécurisés. D'ailleurs, l'agence avait récemment alerté les notaires sur ces risques. Alors, face à ces menaces persistantes et souvent à motivation géopolitique, le Maroc se blinde. D'ailleurs, un centre d'innovation en cybersécurité va voir le jour bientôt à Rabat. Il est appelé à devenir un moteur pour la formation, la recherche et l'innovation en cybersécurité. En parlant innovation, l'intelligence artificielle est devenue incontournable dans les centres de sécurité, promettant des gains, notamment en temps et en effort, et une détection des menaces à une vitesse inatteignable par l'humain. Cependant, cette révolution n'est pas sans risque. Risque zéro aussi pour la cybersécurité. Alors comment le Maroc s'engage-t-il dans la bataille du cyberespace? Réponse avec nos experts ce soir. Si Mohamed Khandri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert donc en blockchain, CTO d'IR4 Lab. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et nous avons aussi avec nous un expert en cybersécurité, fondateur de Trust and Security Consulting, Mohamed Amin Fadli. Bonsoir et bienvenue à vous également. Oui, bonsoir madame. Alors au-delà, messieurs, de cet incident des notaires, en tout cas, ce n'est pas encore confirmé, il y a une fuite de données présumées. Comment percevez-vous cette suite ou l'escalade des cyberattaques qui ciblent le Maroc? Mohamed Khandri. Merci pour cette question. Je pense qu'il faut regarder tous les contours de cette attaque. Comme vous l'avez mentionné, c'est une deuxième attaque qui vient en moins de 2 mois après l'attaque sur les systèmes d'information de la CNSS. Et donc, il faut tout d'abord commencer, je pense, par le contour géopolitique. Donc, le groupe derrière cette attaque s'est proclamé que cette deuxième attaque sur les réseaux de l'ANFCC ou la plateforme Tawtiq des notaires vient suite à des faits majeurs, historiques, effectivement, sur la question majeure de notre pays, qui est la question du Sahara. Et donc ça, c'est le contour géopolitique. En ce qui concerne le contour technique, c'est une escalade majeure vu la notoriété de l'agence qui a été attaquée. Donc c'est l'Agence nationale des cadastres qui gère tout ce qui est propriété immobilière au niveau du pays. Et aussi, donc, il y a l'aspect symbolique. Donc, sur la fuite des données, c'est vraiment des fuites de données majeures. D'ailleurs, l'un des fichiers qui a été publié, il contient plus de 10 000 certificats de propriété qui sont publiés sur Telegram. Alors, au vu des instances ciblées, est-ce que ces attaques, elles visent à déstabiliser ou à collecter des informations? Mohamed Amin Fadli. Donc déjà, pour rappeler le contexte, c'est que le Maroc s'est engagé depuis des années dans une stratégie de transformation digitale qui se renforce davantage d'année à année. Et quand on parle de transformation digitale, c'est qu'il y a des risques derrière qu'il doit falloir identifier et maîtriser. Et chaque système, comment dirais-je, digital numérique est une cible potentielle d'une cyberattaque. D'accord? Personne n'est à l'abri. Oui, mais quelles sont les raisons derrière ces cyberattaques? Pourquoi on attaquerait des instances qui détiennent des données personnelles? D'abord, il faut le rappeler, avant de préciser leur caractère sensible, ce sont des données personnelles. Toutes les données personnelles sont sensibles. Donc, pourquoi
Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce qu'on a demandé des rançons? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça pourrait être une raison politique. On va attaquer une institution à importance vitale d'un tel pays et voir quelle est la façon comment on peut vraiment créer des problèmes en interne ou impacter son économie ou autre. Ça, c'est la première raison. Une deuxième raison, c'est pour un but purement financier, c'est-à-dire il y a pas mal d'intéressés qui veulent avoir ces données et du coup, pour pouvoir les avoir, il va falloir les acheter. Et les cybercriminels, ils volent ces données, ils les mettent sur le dark web, par exemple, pour les vendre. Mais là, ce n'est pas le cas de la CNSS, par exemple, ou en tout cas de ces données présumées, parce que est-ce qu'il y a moyen de vérifier la véracité des données qui ont été partagées sur le dark web? Mohamed Amin, la véracité des données, il va falloir vérifier depuis la source de l'attaque. Voir déjà, est-ce que ces données-là sont déjà intègres, sont déjà des données réelles. Et seulement, c'est le propriétaire de ce serveur, le propriétaire de ces données, c'est lui qui a, comment dirais-je, le droit de nous donner exactement est-ce que ce sont des données qui sont réelles ou seulement on a créé un fichier avec un logo de la CNSS et on va intégrer des données. L'Agence de la conservation foncière dément tout piratage de ces données malgré justement la diffusion de ces données présumées sur le dark web. Si elle dément, c'est que l'enquête est toujours en cours. Oui. Parce qu'une enquête, ça commence déjà par la collecte des preuves. Peut-être il n'y a pas eu de communiqué officiel. C'est une source autorisée au sein de l'agence du cadastre qui a contacté la presse pour justement leur dire il n'y a pas eu d'attaque. Le site d'ailleurs de la NCFC, il est fonctionnel toujours. Non, mais déjà, quand il y a une cyberattaque, ça commence déjà par l'analyse et la collecte des preuves. Et ça prend vraiment énormément de temps. Et en plus, le grand challenge dans la collecte des preuves, c'est il faut que ça soit conditionné par certains prérequis techniques. Par exemple, votre ordinateur il est attaqué, on a volé vos données, vous éteignez votre machine, et demain vous allez nous appeler pour nous dire venez, j'ai eu une cyberattaque, j'ai un vol de données, allumez le PC pour voir qu'est-ce qu'on a fait sur mon PC. Là, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, parce que le fait d'éteindre la machine, vous perdez toutes les preuves. Parfois, il faut avoir la culture. Quand il y a une cyberattaque, comment procéder à un processus de confinement et comment procéder à un processus de la collecte de preuves et préserver la preuve et analyser son intégrité pour voir exactement d'où vient l'attaque. Et parmi les objectifs des cybercriminels, premièrement, c'est il faut qu'ils ne soient pas détectés, il faut agir d'une manière, comment dirais-je, furtive. Rapide, oui. Parce que c'est ça le premier objectif du cyberhacker. Deuxième chose, quand il va faire son acte, il va supprimer toutes les preuves, oui. Tout simplement. Et c'est là où il y a la difficulté du process. C'est la gestion des preuves numériques. C'est très difficile. Très bien. Alors, il y a beaucoup d'experts qui appellent justement à renforcer notre cybersécurité. Petit rappel, le Maroc est classé 34e mondial en cybersécurité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Amin Fadli, nous sommes sur un train de digitalisation qui avance de plus en plus vite, notamment avec cette échéance de 2030. Beaucoup d'administrations. Bon, on n'a pas attendu la Coupe du Monde ou cette échéance de 2030 pour digitaliser beaucoup de services, dont celui des notaires qui facilite les procédures notariales et d'ailleurs qui est aujourd'hui sous la menace de cette attaque. Est-ce que si un des notaires ou une des notaires n'a pas bien protégé son système d'informatique, est-ce que cela peut mener à hacker l'application, la plateforme sur laquelle travaillent tous les notaires du Maroc qui s'appelle Tawtiq? C'est Mohamed Qandri. Je veux juste revenir sur le point de la véracité. Donc, il y a eu le démenti de la NCFC, qu'il n'y a pas eu de piratage. Je pense pour la véracité des données, on n'a pas eu de démenti sur la véracité des données pour la CNSS. Donc, peut-être que les enquêtes sont toujours en cours, mais il n'y a que ces organismes qui peuvent attester de ces données-là. En ce qui concerne la vision de la transformation digitale qui est en marche, en effet, on a vu
le lancement de l'Agence du développement du digital comme un organisme clé pour promouvoir la transformation digitale au pays. Ce qui manque, c'est vraiment un organisme qui chapeaute tout ce qui est question de cybersécurité, mais aussi cybervigilance. Parce que, Sur quel niveau? Sur un niveau, est-ce que c'est au niveau étatique? Est-ce que c'est au niveau du secteur privé? Est-ce que c'est au niveau des applications comme celle-ci qui sont utilisées par les privés, mais qui ont un lien avec des instances publiques? À quel niveau il faudrait mettre ce gendarme, on va dire, du cyberespace? Bon, si on parle de la partie e-gov, donc ça doit être effectivement la partie en tutelle, qui est le ministère de la Transition numérique. Mais il y a déjà la DGSSI qui est en charge, qui dépend du ministère de la Défense, la Direction générale de sécurité et système d'information. Exactement. Mais ce qui manque, c'est vraiment des directives claires. C'est-à-dire, moi, comme un ordre donateur, je veux déployer un système numérique qui est en quelque sorte en interfaçage avec un système de gouvernement qui est de la NFCC. Ils ne peuvent pas opérer distinctement. Donc, il faut avoir certains prérequis afin de pouvoir bien protéger cette partie d'interfaçage, mais aussi ne pas créer de maillons faibles ou des backdoors, comme on dit, qui peuvent être à l'origine de ces fuites de données. Quels sont ces maillons? Des exemples, et vraiment pour être très pédagogique, pas trop technique dans le jargon, quels pourraient être ces maillons faibles qu'exploitent les hackers pour atteindre des données personnelles? De manière générale, dans l'absolu. Exactement. Donc, sur la partie technique, ça peut être au niveau de l'utilisateur. On a parlé de sessions, piratage de sessions d'utilisateurs. Et donc, parmi les questions que je me pose en tant qu'utilisateur, avant d'être un expert en la matière, est-ce qu'il n'y a pas eu une obligation d'activer des paramètres comme le multi-factor authentication, où l'utilisateur il va recevoir un code directement une fois il se connecte à son code? Est-ce que les sessions ils ont des temps d'expiration? Je parle des sessions d'utilisateurs parce qu'on parle de proclamer toujours un peu plus de 3 téraoctets de données. Qu'est-ce que ça représente 3 téraoctets pour nos téléspectateurs? C'est beaucoup de données. C'est ce que proclament les hackers. Pour pouvoir télécharger ce genre de données avec cette ampleur-là, il faut vraiment avoir des sessions qui sont actives et qui ne s'expirent pas. Donc ça peut être un maillon faible au niveau du système d'information, soit des notaires ou soit de la NFCC. Si on fait par exemple, on prend l'exemple de DNS zones, si on fait une analyse des zones DNS qui gèrent les noms de domaine en général, on va avoir des maillons faibles en ce qui concerne les signatures cryptographiques et la liaison entre, par exemple, la partie gov.mi, le site de la NFCC. Ça, c'est clair et ça peut être démontré à travers des outils qui sont open source. Donc ça, c'est des maillons faibles. On parle aussi de la sécurité des transactions web à travers les protocoles SSL. Et donc c'est le petit cadenas que l'utilisateur reçoit à chaque fois qu'il rentre sur un site web pour dire que ce site web est sécurisé. On utilise des méthodes, ce qu'on appelle wildcard. Ça veut dire qu'on a un seul certificat qui sécurise tout l'ensemble de l'infrastructure web avec ses composantes. Oui. Par exemple, on a le site de la NFCC, mais on a un service qui offre la consultation des certificats de propriétaire notaire qui est sécurisé avec le même certificat SSL. Donc, si ce certificat est compromis, donc là, c'est tout le système est compromis. Il y a d'autres maillons faibles qu'on peut... Est-ce que l'intelligence artificielle peut prévenir ces maillons faibles, peut renforcer ces maillons faibles? Mohamed Amin, ça vous fait sourire. Les cyberhackers, ils utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer leur scénario aussi. Par exemple, si on a des systèmes qu'on gère d'une manière manuelle pour superviser le réseau et les transactions d'une manière manuelle, et ça va prendre beaucoup de temps pour pouvoir prendre les décisions, on a des systèmes basés sur l'intelligence artificielle pour prédire des éventuelles cyberattaques
afin de renforcer le système d'information. Et aussi pour répondre à une cyberattaque, répondre à un incident, c'est déployer les mesures correctives, préventives et autres. Sachant bien que quand le hacker il commence à déployer des choses d'une manière très manuelle, et demain, il sera face à un système d'intelligence artificielle qui va pouvoir le détecter rapidement et facilement et le bloquer, lui aussi, il doit aussi développer des nouveaux scénarios basés sur l'IA pour pouvoir contrer cette intelligence artificielle qui protège. Et on dit que les malfrats ont toujours une longueur d'avance par rapport aux policiers, c'est normal. Si je peux me permettre. Au fait, les attaques évoluent chaque seconde. Oui. D'accord ? Donc c'est un danger. Bien sûr. En fait, l'automatisation, parce que l'automatisation dans la détection très rapide, elle représente un risque. Elle peut détecter plus rapidement qu'un humain, manuellement, mais attention, elle peut être utilisée aussi pour attaquer. En fait, le hacker, il n'a pas besoin qu'il soit détecté. C'est-à-dire les systèmes qui détectent ces attaques ne sont pas considérés comme des cyberattaques. Pourquoi ? Parce que déjà, le système, il a fait son travail. Il a bloqué, il a détecté, il a bloqué, il a généré des fichiers journaux, des preuves pour dire à la direction de système d'information, au responsable de sécurité du système d'information, tiens, il y a quelqu'un qui essaie de vous attaquer, on l'a bloqué, voici la source, faites attention si jamais il essaie de trouver un autre schéma d'attaque. Ça, c'est l'IA. Non, l'IA est même manuel, d'accord. Le hacker, comment il réussit ces attaques? Il y a deux façons. Oui. Donc, la première façon, c'est trouver une faille, trouver une vulnérabilité. Le maillon faible. Voilà, le maillon faible. Ça, au niveau d'un système, un défaut de configuration, une mauvaise mise à jour, un système obsolète, ça, c'est la première des choses. C'est une attaque directe. Oui. Et puis, l'attaque indirecte, il va essayer de chercher un maillon faible en interne, c'est l'être humain qui est considéré comme le maillon le plus faible de la chaîne cybersécurité. Donc, il va lui envoyer des messages pour qu'il essaie vraiment de le... Comment on l'appelle? C'est les attaques d'hameçonnage ou de phishing. Donc, il va cliquer sur ce lien, il va télécharger un programme, il va ouvrir ses portes de l'interne, et puis le cybercriminel, lui, il n'a pas besoin du PC de la victime. Lui, il veut seulement utiliser son PC comme esclave pour commencer à faire des attaques latérales depuis son PC. Et du coup, c'est le PC de la victime que sera tracé, ce n'est pas le hacker. Et puis, c'est le PC de la victime qui va commencer à communiquer avec le système du hacker pour lui communiquer. C'est pour ça que la gestion de la preuve et la source d'attaque, elle est toujours difficile à être détectée. Parce que le cyberattaque, il peut être votre voisin, mais il va utiliser plusieurs PC esclaves. N'est pas très fausse. Hein. Il peut utiliser plusieurs réseaux ou PC esclaves qu'il contrôle à distance, qui se trouvent dans n'importe quel pays, oui. Et puis il va vous attaquer. Oui. Et puis finalement, vous, lorsque vous allez collecter la preuve, vous allez vous dire que tel pays qui m'a attaqué, la source provient de là-bas. Mais le cybercriminel, vous allez pouvoir détecter le PC, source de l'attaque, et non pas où se trouve le cybercriminel qui exécute ces attaques. Alors, le ministère de la Défense, à travers la Direction générale de sécurité des systèmes d'information, a dévoilé sa nouvelle stratégie nationale de cybersécurité. Oui. Parmi les points essentiels de cette stratégie, on n'a pas le temps de tous les développer ce soir, donc un dispositif national de gouvernance, un cadre juridique institutionnel très important, parce qu'il faut s'adapter à travers les lois aussi, et l'accent sur le capital humain en cybersécurité. C'est là la question que je veux vous poser, messieurs. Parce qu'on a beau parler d'intelligence artificielle, mais sans l'humain, l'intelligence artificielle ne vaut rien. Mohamed Khandri d'abord, et puis je veux vous poser la même question, Mohamed Amin Fadli. C'est une excellente question. Je veux dire que c'est une question de capacité humaine augmentée par l'intelligence artificielle. Oui. Comme vous l'avez mentionné, l'intelligence artificielle, à ce jour, il peut être un atout afin de prévenir ces intrusions. On ne parle plus d'attaques, c'est des intrusions en termes purs. Mais aussi peuvent aider les hackers à développer leur capacité de faire ces intrusions dans un temps court, comparé à des façons manuelles. Donc, au niveau c'est pour ça que j'ai fait la distinction tout à l'heure entre la cybersécurité et la cybervigilance, parce que la cybervigilance, il se base prioritairement sur le capital humain. Donc, on a besoin de capital humain formé sur les questions de cybersécurité, comment être vigilant face à ces attaques, comment
diminuer les chances que d'avoir des maillons faibles ou des portes backdoor qui vont permettre à ces hackers de s'incruster dans le système, mais aussi développer des stratégies sectorielles en ce qui concerne l'aménagement dans le cadre de la NFCC, en ce qui concerne le volet de l'emploi et la sécurité sociale en ce qui concerne la CNSS, qui peuvent être à la hauteur de ces attaques et de ces intrusions qui ne vont que se multiplier. D'ailleurs, le Maroc est le 3e pays africain le plus ciblé par les cybercriminels, selon Kaspersky. Mohamed Amin Fadli, bien sûr, je vais vous poser la même question sur le capital humain, parce qu'il fait partie de la stratégie de la DGSSI. Et ça fait partie des failles qui sont exploitées par les cybercriminels. Oui, l'humain. L'humain. Les failles de manque de compétences. Pourquoi ? Parce que suite à une ancienne expérience, j'avais accompagné pas mal d'universités qui font des masters de cybersécurité. Quand on fait des ateliers avec des séances de coaching avec les étudiants, eux, ils croient seulement la cybersécurité, c'est seulement de l'éthical hacking. Il veut être un hacker. Déjà, il ne sait pas se prononcer par rapport à ce point. Un hacker, c'est un criminel. Il faut dire, je veux être ethical hacker. D'accord ? Donc, il veut seulement faire des audits, des tests d'intrusion, tout simplement. Il ne sait rien dans la cybersécurité que des audits et des tests d'intrusion. Alors que la cybersécurité, l'audit et les tests d'intrusion, ce n'est que 1% des compétences de la cybersécurité. L'entreprise n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir l'auditer. L'entreprise, elle a besoin de quelqu'un qui doit venir pour implémenter les mesures. C'est-à-dire, comment je vais venir implémenter un système, comment je vais venir sécuriser un système qu'à la base, je ne sais même pas comment ce système il fonctionne. Effectivement. D'accord ? Donc, il y a un problème de base. Donc, des gens qui font de la cybersécurité, mais ils n'ont aucun... Qu'est-ce qui manque ? Il y a ce centre, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a un nouveau centre qui va voir le jour, notamment pour la recherche, la formation et l'innovation. Le problème, ce que les gens qui ne veulent pas comprendre, c'est que, avec tout le respect que je dois à tout le monde, et je ne généralise pas, des gens qui veulent aller faire de la cybersécurité directement avant d'avoir des connaissances de base en informatique. Il faut commencer par les télécoms, les réseaux, le développement, le cloud et autres, parce que la cybersécurité, ce n'est qu'une brique qui est transverse, qui s'injecte au niveau de ces systèmes. Peut-être qu'ils pensent que c'est l'IA qui ferait tout ça. Si vous aviez un message à leur adresser, justement, ce serait lequel ? Mais ce n'est pas l'IA. L'IA, elle va seulement apprendre d'autres personnes. Parce que l'IA code aujourd'hui, l'IA fait ce que font beaucoup de corps de métier que vous avez évoqués. On ne va pas nier que l'IA va nous aider à faire des choses, mais si l'IA, elle va vous communiquer parce que l'IA, elle fait de l'auto-apprentissage d'autres personnes. Si d'autres personnes ils vont communiquer de la fausse information à l'IA, il va vous véhiculer une donnée qui est fausse. Donc, il faut que l'utilisateur, enfin, les experts et les ingénieurs informaticiens, ils doivent déjà avoir une base de connaissances pour qu'ils puissent déjà avoir analysé l'IA et challenger ce que l'IA dit, pour que l'IA soit efficace de plus en plus. Parce que si vous challengez l'IA, elle va être de plus en plus efficace. Mais si vous ne la challengez pas, elle va seulement vous donner la réponse de base. D'accord. Donc, mais je ne vais pas nier que sur le volet formation, on a besoin d'un capital humain formé d'abord dans les prérequis, dans les bases, c'est-à-dire les bases de l'informatique. Okay. L'auditeur, il va venir, il va vous faire sortir 20 failles, 20 vulnérabilités avec 70 recommandations. Oui. Qui va implémenter ces recommandations ? On ne les a pas trouvées, maintenant on cherche. Donc, des gens qui ne maîtrisent même pas comment ça fonctionne un système d'exploitation. Est-ce qu'on a le budget ? Pourquoi vous parlez de budget ? Est-ce qu'on aura le budget de les implémenter tous ? Non. C'est une question de priorité aussi. Mis à part le budget, avant de parler budget, on parle du capital humain. C'est que maintenant, on a un problème. Au Maroc, on n'a pas trouvé des compétences pour pouvoir implémenter les mesures de sécurité et surtout les maintenir. On n'a même pas encore parlé de la partie supervision, analyse. Est-ce que la standardisation des définitions et des procédures au niveau international est la clé pour une réponse efficace contre la cybercriminalité, d'abord dans notre pays, brièvement, messieurs? Non. Honnêtement, non. Quelle est la clé alors? La clé, c'est une formation efficace avec beaucoup de pratiques et sur les choses de base. L'humain. Mohamed Kandri. Je vais dire partiellement oui, parce qu'il faut apprendre des autres pays. Parce que tous les pays, il n'y a pas de risque zéro, effectivement. Voilà, tous les pays sont ciblés. Mais on a des pays qui sont très
très à l'avance par rapport au Maroc en termes de cybersécurité. C'est des pays voisins, par exemple Moyen-Orient, etc. Et donc, il faut apprendre de ces standards internationaux. Mais en termes de capital humain, je pense qu'il faut créer plusieurs niveaux de défense. Parce qu'il y a une attaque, c'est comme une armée. Donc, je pense que le premier niveau de défense, c'est les prérequis que si Mohamed Amin a mentionné, mais ces prérequis doivent être généralisés à tout le monde. Oui. Un point qui est très important, c'est qu'au fait, la cybersécurité n'est plus un mystère. Tout le monde maîtrise la cyber. Moi, personnellement, j'étais challengé même par des présidents d'entreprises qui ont vraiment des connaissances, même techniques, sur pas mal de choses. D'accord ? Les directeurs de systèmes d'information aussi, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Merci. Maintenant, c'est comment conduire une bonne conduite, comment appliquer une bonne conduite de changement en interne sans avoir aucun impact et durcir le système de l'interne. C'est ça le... Merci Mohamed Amin Fadli, le message est clair pour vous qu'il soit entendu. Merci encore une fois. Merci. Et merci à vous aussi, Mohamed Fadli. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de questions d'actu et de discuter de ces sujets hautement importants pour notre pays, pour notre souveraineté, notamment technologique. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.